Donc je vais vous présenter les problématiques d'enjeu de la cybersécurité dans le cadre de la Smart City. Juste avant, je voulais juste savoir un peu quelles sont vos affinités par rapport à la Smart City. Est-ce que vous étiez plutôt un public technologique ou un public plutôt métier? Donc juste demander de voter. Si vous êtes plutôt métier, vous mettez du vert, et si vous êtes plutôt IT, vous êtes plutôt rouge. Ça permettra d'ajuster mon discours en fonction d'utiliser moins de vocabulaire technique. Et rouge, c'est technologique. Voilà. Et vert, on est plutôt métier, un usage métier. Voilà. Donc j'ai beaucoup de gens qui connaissent un peu le techno en majorité. Voilà. Bon, c'est moitié-moitié. Merci beaucoup. Donc vous avez compris l'usage des cartons. Hein. Si j'ai des petites questions, vous pouvez voter. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Hervé Guillaueli. Je suis manager en cybersécurité au sein du cabinet Weston. J'interviens notamment sur les problématiques de cybersécurité sur les objets connectés et les Smart City. Mais pas que. Et donc là, le sujet se prêtait bien aujourd'hui à cette présentation-là. Alors je vais juste introduire le sujet. J'ai fait 3 parties pour juste partager en jeu ce que c'est que les enjeux de la Smart City, mais sous l'angle un peu cybersécurité. Introduire un peu le changement de paradigme qu'introduit la Smart City par rapport à ce qu'on connaissait aujourd'hui et qui a des impacts sur la cybersécurité. Et puis on finira en fait qu'est-ce qu'il faut faire justement pour sécuriser la Smart City, hein, la bonne démarche en 4 étapes. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à m'interrompre si nécessaire. Alors, quand on parle technologie. Donc les enjeux de la Smart City. Bon, vous connaissez la Smart City, hein, donc la problématique aujourd'hui, c'est qu'on a une augmentation de la population, donc il faut que les villes s'organisent pour gérer ça. Il y a aussi la notion du lien usager avec le service public à réinventer un petit peu. Tout le monde est au fait du sujet, le problématique d'urgence écologique et de durabilité dans la ville, qu'il faut aussi traiter. Donc on parle beaucoup de pollution lumineuse, etc., de résilience, d'économie d'énergie. Tout ça dans un contexte contraint par des finances publiques, c'est-à-dire que les collectivités ne peuvent pas faire non plus, elles sont obligées à faire une logique un peu d'économie, et en même temps d'avoir une attractivité économique, c'est-à-dire qu'il faut que ma ville soit attractive pour que les gens viennent nous voir, à la fois en tant qu'usager ou d'entreprise. Donc ces problématiques-là, effectivement, la Smart City peut y répondre. L'autre problématique qu'il faut introduire, c'est que la Smart City, ça fait... vous avez beaucoup d'acteurs sur la Smart City. Hein. Vous avez, on a parlé d'énergie, la gestion de l'énergie, la gestion des déchets, l'éducation, comment mieux gérer mes trafics pour aller à l'école, etc. Les problématiques de mobilité, hein, comment est-ce que je fais que ma population peut se déplacer correctement dans ma ville, de façon intelligente. Les problématiques des bâtiments connectés. On parle beaucoup maintenant de résilience des bâtiments connectés, par exemple. Le travail, comment améliorer le travail des personnes. Et puis le dernier point qu'on voit pas, c'est aussi la gestion de l'eau, tout simplement. Hein. Comment je traite ma gestion de l'eau, les unes de l'eau, etc. Toutes ces problématiques-là, en fait, tous ces domaines-là vont devoir travailler en synergie pour faire une ville intelligente, comme on le dit. Et ce qui amène un peu des changements dans la façon dont on traite ces choses-là. Voilà. Et donc, justement, c'est le changement de paradigme qui est intéressant à regarder. Qu'est-ce que la Smart City va induire sur la façon de travailler précédemment? Pas mal de choses, finalement. Hein. La première chose, c'est que c'est un projet Smart City, c'est déjà une dimension globale qui va nécessiter en fait de faire communiquer les systèmes actuels avec des nouveaux systèmes pour gérer notamment la ville intelligente. Donc vous avez une cohabitation de l'existant et du nouveau qui va faire travailler ensemble et à traiter de manière globale. Voilà. Vous avez aussi ce qu'on a avec une notion de Smart City, c'est aussi une démarche qu'on appelle un peu inclusive au sens où vous allez devoir faire entrer dans votre projet Smart City d'un ensemble d'acteurs du territoire notamment. Hein. Donc ça va insister en fait de gérer des systèmes assez hétérogènes, venant de différentes offres. On a vu par exemple sur le parcours que vous avez pu voir ce matin, vous avez des offres de véhicules connectés, de vélos connectés, vous avez des offres de gestion d'énergie, vous avez de l'open data qui est mis à disposition, de la donnée privée, etc. Donc un ensemble d'acteurs qu'il va falloir mettre ensemble, donc, et avec chacun leur problématique. Et puis vous avez votre système historique, le système legacy, SI legacy. Donc il va falloir interconnecter effectivement votre existant avec ces nouvelles technologies qui sont tous disparates et qui font des services très différents. Et puis il va falloir maîtriser l'ouverture de système d'information. Donc quand c'est l'open data, c'est pas très grave, mais quand c'est de la donnée privée, on a des offres en bas là où vous avez de la donnée privée qui part dans des offres chez des partenaires. D'accord. Et là vous avez de la donnée privée, des données de votre système d'information. Voilà. Donc il va falloir maîtriser cette information-là que je mets à disposition de mes partenaires et m'assurer qu'elle soit correctement sécurisée. Un autre point qui est intéressant en termes de changement de paradigme, c'est l'aspect des systèmes d'information industriels. Donc aujourd'hui, vos systèmes
aujourd'hui, historiquement, sont très industriels. Et donc on a une logique industrielle dans ces choses-là. Donc on a un système qui est plutôt fait pour être durable, bien fonctionner, ne pas tomber en panne, etc. Et ces systèmes-là, on va les rendre communicants. C'est-à-dire qu'en fait, on va introduire une dimension numérique et informatique dans ce système industriel. D'accord ? Et tous les industriels ne sont pas préparés à cette transformation-là. Ça veut dire que déjà, il va falloir que leur système industriel communique avec un système d'information sur des protocoles spécifiques informatiques. Et puis il y a aussi la notion de cycle de vie, mais d'objets industriels qui va falloir maintenant embarquer. C'est-à-dire que si je veux suivre les évolutions des usages, il faut que je puisse mettre à jour facilement mon objet industriel pour qu'il puisse en compte de nouveaux usages, etc. Donc il y a une notion de cycle de vie de mon firmware, donc la partie plutôt matérielle, et puis la partie logicielle embarquée intelligente. Il va falloir que mes industriels ils pensent à ce cycle de vie de mon objet, qu'auparavant ils avaient besoin de faire, le technicien passait, l'objet marchait, c'était juste de la maintenance, alors qu'aujourd'hui on introduit de l'intelligence dans ces objets-là, et qu'il va falloir faire évoluer. Les trois derniers points à voir dans le champ de paradigme, c'est aussi en fait, les métiers, les besoins vont évoluer, donc il va falloir aussi que ma Smart City aussi ait la capacité d'évoluer assez facilement pour bénéficier des nouvelles innovations. Vous savez bien qu'aujourd'hui le marché est très dynamique par rapport à ça. Donc c'est un paradoxe, mais je dois à la fois communiquer et mon système d'information doit être très flexible pour être en capacité de répondre à des usages que je n'ai pas forcément aujourd'hui en tête ou qui sont formellement identifiés. Donc c'est aussi une capacité d'avoir un système très évolutif. Qui est un peu un changement, alors qu'aujourd'hui on était plutôt à bien maîtriser ce qu'on fait. Il faut essayer d'imaginer l'avenir et faire en sorte que ce que je vais préparer aussi fonctionne dans cet avenir-là. Voilà. L'avant-dernier point à traiter aussi, c'est l'importance de l'information. L'information que vous allez traiter dans la Smart City va piloter votre Smart City. C'est grâce à cette information-là que vous allez prendre des décisions. Qu'elle soit opérationnelle, c'est je vais aller traiter mes vélos de mes usagers pour les mettre d'un point A à un point B pour ma logique de transport. Ça peut être des opérations de maintenance ou de gestion des déchets. Ma poubelle est pleine, il faut que je la vide, etc. Mais ça peut être aussi des décisions stratégiques, c'est l'aménagement du territoire, comment j'aménage mon quartier, ma ville, etc. Et toutes les décisions qui vont remonter du terrain vont vous servir à prendre des décisions. Donc vous avez des enjeux par rapport à ces informations-là, à la fois opérationnelles et stratégiques. Et aussi, vous allez aussi savoir, en fait, vous allez devoir rendre des comptes en tant que collectivité. Donc il y a aussi une évaluation de la politique publique, comment est-ce que ma ville est bien gérée, etc. Donc toutes ces informations vont vous servir aussi à vous évaluer. Vous allez aussi vous en servir pour communiquer vis-à-vis du citoyen. Donc, par exemple, aujourd'hui vous le faites beaucoup sur les bandeaux lumineux où on vous dit aux citoyens, attention, il y a un bouchon sur mon périphérique, et donc ça recentre le trafic des personnes par rapport à d'autres choses. Tout le monde n'utilise pas Waze ou Maps. Voilà, vous pouvez avoir de l'information, tel événement, par exemple, si j'affiche sur un panneau de la ville que tel événement est annulé, les gens n'iront pas à l'événement, par exemple. Voilà, donc une information citoyenne qui est importante et que les gens prennent en compte. Et voilà, et puis ça vous permet aussi de planifier des choses. Donc toute cette information-là, en fait, est prégnante et vous permet de piloter la Smart City, donc elle est importante qu'elle soit fiable et délivrée en temps et qu'elle ne soit pas manipulée. Voilà. Et le dernier point qui est aussi important, c'est que vous allez aussi, vous en tant que collectivité, vous avez pensé à des choses, vous avez pensé à un usage de votre collectivité, et vous avez des acteurs externes à chez vous qui peuvent changer la façon que vous avez pensé les choses. Je vais prendre vous avez pensé à un plan de circulation, par exemple, et puis vous avez Waze qui dit aux gens, mais non, mais finalement, c'est plus court de passer par là, et finalement, tous les gens, ils passent dans la rue, là où il y a l'école, il y a des enfants, et là où ça fait du bruit. D'accord ? Donc il faut avoir aussi cette logique de penser aux acteurs qui viennent avec leur fonction de service à côté, qui peuvent modifier l'usage que vous aviez prévu. Donc tous ces changements-là, effectivement, vous voyez bien que un projet Smart City ne se traite pas de la même façon qu'on pouvait traiter un projet traditionnel. D'accord ? Et il faut prendre en compte tous ces usages-là. Et la question, c'est par rapport à ça, comment je vais pouvoir le traiter d'un point de vue sécurité. Voilà. Et puis le dernier point que je voulais essayer de dire, c'est aujourd'hui, vous l'avez bien conscience, c'est qu'aujourd'hui, le citoyen lui-même est très conscient de ce qui se passe en sécurité. Donc quand on parle de Smart City, on parle de collecte de données. Donc le citoyen lui-même est demandeur à ce que les données qu'on collecte et qui le concernent soient lui-même protégées. Et puis la législation vous l'impose de toute façon. Tout le monde a en tête la loi sur la réglementation des données à caractère personnel, mais il n'y a pas que celle-là. Vous avez le référentiel général de sécurité, le RGS, qui vous impose de faire des choses sur les services numériques ou publiés. D'accord ? Vous pouvez être aussi opérateur de services essentiels, pour une usine de l'eau par exemple. Vous avez des obligations légales à faire un certain nombre de choses. Donc toutes les législations-là, vous devez la prendre en compte pour faire vos projets de Smart City, sur ces différentes dimensions. Voilà. Et puis le problème que l'usager lui-même a cette prise de conscience-là. Voilà. Et donc il faut aussi la prendre en compte. Si vous êtes à peu près au fait du sujet, aujourd'hui vous avez une pétition sur la Google City à Tarenton, où l'usager se plaignent de l'usage qui est fait des données par Google. Voilà. Donc le projet est un peu en déclin en ce moment sur cette problématique-là qui a été mal appréhendée au début du projet
Donc la Smart City Google, en ce moment, a des petits soucis par rapport à ça. Donc il faut prendre cette dimension citoyen qui dit, mais je me pose des questions, et on ne fait pas n'importe quoi avec mes données. Voilà. Et donc la question, c'est, mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à tout ça? En fait, vous allez avoir 4 angles pour gérer cette problématique de la cybersécurité de la Smart City. La première chose, c'est déjà penser cybersécurité d'un projet Smart City. Première chose. Et donc, au départ de votre projet, intégrer les problématiques d'une Smart City dès le démarrage de votre projet Smart City. Ne serait-ce qu'en gouvernance. D'accord? Donc, organisez-vous déjà pour introduire qui va être mon référent sécurité, à la fois sur l'aspect métier, sur les aspects plus techniques. Dès le démarrage du projet, travaillez sur les enjeux de sécurité de votre projet. Mes données, est-ce qu'elles sont confidentielles ou pas? Quel niveau de sensibilité? Sur mes traitements, qu'est-ce que je dois faire, etc. Sur les aspects réglementaires. Donc un projet Smart City, la cybersécurité se traite au démarrage du projet. D'accord? Et pas juste quand j'ouvre le service en me disant, mais effectivement, est-ce que mon service il est bien sécurisé, etc. C'est jamais trop tard, mais on aurait pu le faire un peu plus tôt. D'accord? Ça peut être aussi le plan de communication vis-à-vis des usagers. C'est que si j'ai une problématique de gestion de crise, si j'ai une fuite de données, la réglementation vous impose de communiquer vis-à-vis des usagers. Peut-être d'être en amont et essayer de préparer le plan de communication des usagers en cas de problématique, etc. Donc toutes ces choses-là se préparent en amont du projet, au démarrage du projet. Voilà. L'autre point, c'est il va falloir réfléchir aux grands principes d'architecture et d'interopérabilité de votre système. Puisqu'on l'a évoqué précédemment, vous avez des systèmes très hétérogènes, actuels et à venir. Et donc dès le début, ayez cette réflexion-là sur ces problématiques d'architecture. Alors ça peut être le edge computing par exemple, c'est est-ce que mon système intelligent, il fait des calculs et il ne remonte qu'une information déjà précalculée, et donc il a l'intelligence de mes systèmes embarqués, ou est-ce qu'il remonte une information brute et elle est traitée d'à l'eau? C'est des logiques à avoir en termes d'architecture, dimensionnement et puis de sensibilité. Aujourd'hui, il y a des frameworks de Smart City qui sortent, qui vont faire sans doute des référentiels. Je cite ETSI par exemple. Donc là, qu'un framework, vous avez aussi One M2M, vous avez les frameworks NST par exemple. Voilà, un certain nombre de publications qui sortent sur des problèmes de problématiques de framework Smart City. Donc ce serait dommage de réinventer des choses alors que des choses existent et sont publiées. Par exemple, l'ENISA vient de sortir hier un livre blanc sur la prise en compte de la cybersécurité dans un projet Smart City. Voilà. Donc c'est des documents plutôt en anglais. Donc il faut plutôt être anglophone par rapport à ça. Mais voilà, mais donc ces choses-là existent, il faut les prendre en compte et n'essayons pas de réinventer les choses. Voilà. Un point qui est moins évident, c'est aussi anticiper les conséquences du nouveau cas d'usage. Donc essayer de ce qu'on dit classiquement, viser loin et jalonner court. C'est-à-dire anticiper déjà les futurs cas d'usage que vous pourrez avoir, même si votre projet est plus limité dans un premier temps. Mais voilà, pour anticiper et absorber les futurs cas d'usage, pour ne pas être coincé à un moment donné, effectivement en disant mais ce cas d'usage je ne l'avais pas prévu, donc du coup ça va être plus compliqué de le traiter en termes de réactivité, en termes de coûts, etc. Essayez d'imaginer le futur de votre projet, même si dans un premier temps vous traitez que par exemple la gestion de l'énergie, par exemple. Voilà. Dernier point qui est important, c'est ce qu'on appelle la notion de résilience. Essayez d'imaginer aussi que votre système, au fait, si un élément tombe ou est compromis sur votre système, ça ne met pas en péril tout votre projet Smart City. D'accord. Donc essayez de cette logique un peu sur ma donnée, en quoi elle est utilisée. Par exemple, si vous connaissez une information et qu'elle sert à l'intégrité de votre système Smart City, que cette donnée n'est plus disponible ou pour une Y, tout votre projet Smart City peut s'arrêter. Voilà. Donc essayez d'imaginer d'un point de vue métier la résilience d'un traitement, d'une information dans le projet global. Voilà, donc ça c'était un peu le projet, l'aspect gouvernance de mon projet. Donc le mot-clé, c'est intégrer la cybersécurité au démarrage du projet. Voilà. Après, des choses un peu classiques, il va falloir protéger les données que vous manipulez et vos traitements. Donc il va falloir en fait une notion de données critiques et une notion régulée, donc on l'a déjà évoqué, il faut respecter la réglementation. Donc il faut avoir connaissance de la réglementation et la respecter. Donc ça c'est la donnée régulée. Et puis vous pouvez avoir une information qui n'est pas régulée mais qui est critique pour votre projet Smart City. D'accord. Donc là, le principe, il va falloir identifier les données et les traitements qui sont critiques pour votre projet. D'accord. Et surtout, vous allez vous concentrer dans un premier temps sur ces informations-là. Donc une proposition, c'est d'identifier le top 10 de vos données de traitement critiques et vous focaliser sur ces choses-là. Voilà. Et il faut identifier les données, les traitements critiques et réguler. Voilà. Donc comme après je l'évoquais, c'est que la réglementation est quand même en France très très forte. Il y a des sanctions qui peuvent être à la clé de la réglementation, donc il faut l'avoir en tête. La CNIL peut vous imposer d'arrêter un traitement, par exemple, si vous êtes illégal. Donc ce serait comme préjudiciable. Donc souvent les actions, on les priorise par la réglementation. C'est un levier fort dans les collectivités. On prend en compte la réglementation et c'est un des axes prioritaires, je respecte la réglementation.
C'est une façon de prioriser les données. Voilà. Et dernier point, il va falloir protéger les données, donc il faut avoir pensé la façon dont je vais protéger mes données. Donc ça va être, souvent c'est ce qu'on évoque, c'est lors du transport de la donnée, comment ma donnée est transportée de manière sécurisée, est-ce qu'elle est fiable. Alors protéger une donnée, c'est pas forcément la rendre confidentielle, hein. Une donnée publique n'est pas besoin par exemple d'être chiffrée par exemple, mais par contre on peut souhaiter que l'information soit intègre. Donc c'est une notion de justesse de l'information. Il ne faudrait pas que la donnée soit modifiée pendant son transport et que finalement l'usage qu'en est fait est détourné par le fait qu'elle n'est plus juste. Voilà. Donc ne pensez pas que chiffrement sur la donnée, pensez aussi intégrité de la donnée et la justesse de l'information. Votre donnée publique open data, faites en sorte qu'elle soit juste, tout simplement. Par exemple, si quelqu'un dit que tous les parkings sont saturés, qu'il n'y a plus de place, ben, vous n'aurez personne qui reste garé dans les parkings. C'est aussi bête que ça. Hein. Voilà. La notion de droit d'accès, c'est qu'une donnée qui est un peu confidentielle, il va aussi avoir cette logique de qui accède à la donnée. Donc il faut avoir cette dimension un peu métier de dire qui accède à la donnée, qui la manipule et quels sont les droits d'accès que les personnes ont sur ces choses-là. Voilà. La notion d'anonymisation aussi, c'est penser aussi à la façon, est-ce que toute la donnée a besoin d'être en clair? Est-ce que certaines données peuvent être anonymisées? Par exemple, si je fais des données pour des traitements statistiques, d'un point de vue métier, et ici une mention, mais la donnée, je vais l'anonymiser, parce que je n'ai pas besoin d'avoir l'information. Est-ce que j'ai besoin d'avoir le nom, prénom de tous mes usagers que je transmets à un partenaire? Peut-être pas. Lui, ce qu'il a besoin de savoir, c'est du profiling. Il a besoin d'avoir des classes d'âge par rapport à un comportement dans une rue ou une appréciation. Il a besoin d'avoir le nom des gens. Voilà. Donc on peut anonymiser des choses. Voilà. Pas de même façon, on n'a pas besoin de date de naissance, on peut travailler juste sur une classe d'âge. Voilà. Donc pensez aussi à cette dimension-là, de la protection de la donnée en elle-même. Voilà. L'avant-dernier point que je voulais partager avec vous, c'était cette notion de... Donc là, on est plutôt sur une dimension informatique, numérique. Il faut travailler sur les systèmes de confiance. Donc on l'a vu, vous allez travailler avec de nombreux partenaires. Tout ne sera pas forcément géré par l'informatique, la DSI de la collectivité. Donc il faut travailler sur des systèmes sur lesquels on peut avoir confiance. D'accord. Donc comme on dit, hein, pour construire une maison, il faut des fondations, et les fondations, on les laisse reposer un certain temps avant de monter les murs. C'est la même problématique en informatique. Hein. Il faut que les bases soient saines pour pouvoir construire des murs. Voilà. Et si vous voulez faire un étage, il faut que le bâtiment supporte les étages. Donc il y a des fondamentaux à mettre en place, et ça reste vrai d'un projet de Smart City. Vos équipements, il va falloir faire ce qu'on appelle du patch management, il va falloir prévoir un mécanisme qui va les mettre à jour. Au-delà des mises à jour à cas d'usage ou des évolutions, il y a aussi des failles de sécurité qui peuvent apparaître dans les équipements. Il faut que vos équipements, il y ait une politique de patch management. Comment je mets à jour mes équipements en cas de problématique ou de failles découvertes sur les équipements. Notion de durcissement de système. Combien de fois on parle de caméras connectées avec des mots de passe par défaut, et donc du coup tout le monde peut voir ce qui se passe chez vous. D'accord. Donc il faut durcir les systèmes. Les industriels n'ont pas toujours cette logique-là où l'industriel vous a dit mais je vous ai livré un équipement mais avec un paramétrage par défaut. Le paramétrage par défaut, il va falloir le modifier pour qu'il soit adapté à votre environnement, il va falloir le durcir. D'accord. Donc il y a un peu de logique, un peu technique de dire comment je durcis mon système, comment je gère les mots de passe sur mes systèmes, etc. Voilà. La notion de compte à privilège, ça revient un peu à cette logique-là, c'est que est-ce que j'ai besoin d'avoir tous les mots de passe route ouverts sur ma caméra et tout le monde les connaît par défaut. Voilà. Et la notion de sensibilisation, c'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir que je sensibilise mes équipes à l'importance de ma Smart City, et à l'importance d'avoir en tête cette dimension cybersécurité et tous les aspects que ça représente. Voilà. Donc il faut que tous mes acteurs aient bien en tête que je manipule les données, notamment des données intelligentes, et il faut qu'elles soient justes, qu'elles ne soient pas manipulées. Voilà. Donc il y a un gros aspect sensibilisé par rapport à ça. Voilà. L'autre point, c'est la notion de sécurisation de relations avec les tiers. Donc c'est un aspect très contractuel. Il faut choisir le partenaire qui va répondre à mes exigences de sécurité. D'accord. Donc il y a une politique de choix. Après, il y a une politique de contrat. C'est-à-dire que dans les contrats, il faut penser des clauses contractuelles qui gèrent la cybersécurité, les engagements du partenaire. D'accord. Si en tant que collectivité, vous n'avez pas anticipé ces choses-là, par définition, il n'est pas engageant. D'accord. Il faut avoir en tête que la législation, tout acteur est responsable de ses sous-traitants. C'est la loi. Vous êtes responsable de vos sous-traitants, donc vous devez imposer par vos contrats des exigences de sécurité à vos partenaires. Voilà. Et dernier point, il faut, une fois que j'ai choisi le bon partenaire, que j'ai bien contractualisé avec lui, il faut travailler sur les problématiques de sécurité des traitements. Et donc là, comment je collecte l'information, comment je la transporte et comment je la traite sur toute cette sous-chaîne-là. Voilà, donc ça, c'est plus des problématiques un peu techniques, cybersécurité. D'accord. Et là-dessus, comme je l'évoquais, on se base sur des standards. Tant qu'à faire, autant utiliser les frameworks qui sont en train de sortir aujourd'hui, les protocoles sont en train de sortir. Des gens font des réflexions pour vous, autant les utiliser.
Et puis même si vous avez défini des choses qui sont très bien instantées, c'est pas pour autant que demain elles le seront toujours, parce qu'il y a toujours des petits malins qui découvrent toujours des nouvelles failles dans les systèmes. Et donc il faut se contrôler et vérifier que mon système il reste à l'état de l'art en matière de cybersécurité, donc ce qu'on appelle le contrôle en continu. Il faut planifier des campagnes de vérification que mon système il est toujours à jour, il est toujours bon, que j'ai pas un opérateur qui a fait une bêtise dans un coin et qui m'a baissé mon niveau de sécurité de mon système et du coup il reste ouvert là où je le voudrais. Voilà. Donc il faut penser ces notions de contrôle et d'audit, introduire dans les contrats, sur les clauses contractuelles, c'est-à-dire que si vous n'avez pas pris dans un contrat et que vous pouvez auditer votre partenaire, vous ne pourrez pas le faire. D'accord. Et le dernier point, c'est la notion de mon système est parfait, je l'audite régulièrement. Ça ne suffit pas, c'est qu'en fait, il y a aussi le dernier aspect c'est qu'il faut aussi travailler sur la notion de détection et de réaction. C'est-à-dire qu'en fait, votre système, malgré tout ce que vous avez fait, peut être compromis. Et donc, il faut en fait travailler sur la notion de... En fait, il faut faire du principe que quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas à l'abri d'un jour de subir une cyberattaque. Et donc, il faut la détecter. Voilà. Donc aujourd'hui, sa notion de peuplier, c'est qu'en fait, je plie, mais je ne romps pas. D'accord. Et donc, la question, c'est pas quand je vais me faire attaquer, c'est je me ferai attaquer un jour. Mécaniquement, ça arrivera. La question, c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment je vais réagir et comment je vais remettre mon système en place? C'est ce qu'on appelle la cyber-résilience. La cyber-résilience, c'est la notion de s'il m'arrive un souci, c'est comment je repars. D'accord. Donc c'est un concept qu'il faut introduire dans le projet. C'est comment tout ça repart. Est-ce que j'ai bien les bonnes sauvegardes? Est-ce que je peux remonter mon système d'information? Voilà, c'est la notion de gestion de crise. Donc là, on est la gestion de crise interne. C'est mon projet, comment je le traite, comment je gère ma communication, etc., etc. Comment je traite l'incident. Voilà. Donc la cyber-résilience, dans mon projet, j'y pense et comment je peux reconstruire mon système aux besoins si nécessaire. La notion de détection des attaques, c'est quand même bien d'avoir des mécanismes de détection d'attaques. Je peux m'appuyer sur des partenaires, etc. Mais c'est comme bien de savoir que quelqu'un est présent chez vous et utilise les données que vous ne devriez pas qu'il utilise. D'accord. Ce qu'on appelle la notion de recherche de signaux faibles, par exemple. Hein. Bon, il y a des indices, qu'on appelle des indices de compromission, des informations qui existent par rapport à ça. Voilà. Et le dernier point, qui est ce qu'on appelle la cyber threat intelligence, c'est la notion de, c'est intéressant de regarder de quelle façon je peux intéresser les cyberattaquants. Voilà, donc il y a une notion un peu de veille, de dire de l'intérêt que je porte par rapport à des personnes. Voilà, et donc là-dessus on s'appuie. Alors il y a des choses qui sortent, hein, et l'ANSSI est faite pour ça, mais aussi une initiative open source qui s'appelle Styx, qui est en train de sortir, et qui permet en fait de se tenir au courant des nouvelles menaces qui apparaissent ou des menaces existantes, et se poser la question, est-ce que cette menace peut concerner mon projet? Est-ce que je peux être attractif pour un cyberattaquant par rapport à ce que je fais? Voilà. Et donc c'est une notion voilà, d'intelligence sur les menaces qu'il faut intégrer, dire effectivement, il faut que je m'intéresse à l'attractivité que je présente par rapport aux personnes. Voilà, donc j'ai essayé assez rapidement hein, de balayer ces sujets-là. Oui. Donc il y a deux aspects, c'est-à-dire que pour tout ce utilisateur interne donc, que vous maîtrisez, donc vos partenaires et vous-même, en fait, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on essaie de sensibiliser les acteurs internes au fait que des enjeux par rapport à mon projet. Après, le citoyen, vous ne pouvez pas sensibiliser le citoyen à lui dire mais tu attaques pas mon système, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Bien sûr. Alors ça, c'est pas un acteur public qui va pouvoir gérer ce souci-là. Alors bien qu'aujourd'hui il y ait des initiatives qui sont faites. Hein. Aujourd'hui, j'ai vu une initiative de collectivités qui commence à diffuser à leurs citoyens des papiers, comment protéger ses mots de passe, etc. Donc une collectivité peut avoir l'initiative de faire des choses, des actions de sensibilisation vis-à-vis de ses usagers. C'est une première chose. Après, il y a des acteurs publics comme l'ANSSI qui fait des choses aussi. Hein. L'ANSSI a publié des vidéos sur un coffre de mots de passe pour protéger ses mots de passe en tant que particulier. Donc, vous avez un certain nombre d'acteurs qui le font. Donc, la réponse, c'est par la sensibilisation. Il faut que les gens prennent conscience de l'importance de faire bien faire les choses. Après, vous ne pourrez jamais empêcher un citoyen d'acheter une caméra qui peut faire des services à un système. Là, vous ne pourrez pas. Enfin, donc, pour moi, la réponse, c'est la sensibilisation. Il faut que les gens prennent conscience qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe comment.
Mais ça va prendre du temps. Hein. Après, ça se fait maintenant très très tôt avec les jeunes générations à l'école. Ils sont beaucoup plus sensibilisés au numérique. Donc c'est aussi par la culture, l'éducation. Enfin, vous avez beaucoup de vecteurs. Je pense qu'il faut faire aussi de la cybersécurité dans les écoles, dans l'éducation. Ça peut être un acteur aussi de la collectivité de dire je vais introduire des cours de cybersécurité, de sensibilité à la cybersécurité dans les écoles. Pourquoi pas? Pour que les plus jeunes, effectivement, protègent leur mot de passe sur les tablettes, etc. etc. Enfin, mais ça passe par... Quand on parle d'humain, on parle de sensibilisation. Et donc il faut trouver le bon vecteur de sensibilisation par rapport à un être humain. Voilà. Et qui soit adapté. Donc c'est ce qu'on appelle la notion de campagne de sensibilisation. Et où votre campagne de sensibilisation va être très adaptée au profil de la personne que vous ciblez. Il faut que les comportements changent. Hein. De ce point de vue-là, donc c'est de la sensibilisation.